C'est intéressant de constater que pour moi, ça a été un petit peu... Au début, je me leurrais, quoi. Je dis, avec ces travaux-là, ça va exploser la communauté. Alors, il y a eu de nouveau un regain quand en 1995, le 25 septembre 1995, le Pentagone, le ministère de la Défense américain, a publié on va dire quelques lignes, hein, 800 pages sur nous. On vient de se faire avoir, enfin bref, par divers canaux, presque la totalité du compte-rendu de l'opération Stargate, l'opération américaine d'espionnage, qui utilisait des sujets psy pour faire de l'espionnage, du remote viewing, vision à distance, donc sur des sites sensibles comme la Corée du Nord, comme évidemment l'Union soviétique à l'époque, et certains pays quand même qui étaient un petit peu douteux dans leurs projets. Et cette opération Stargate, qui a duré quand même plus de 20 ans, a été un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et là, les critiques se sont un peu tues. Parce que ils sont dit, si les Américains, qui sont quand même des grands garçons, certes, mais assez prosaïques, s'ils ont payé, je crois, c'est pas beaucoup pour le ministère de la Défense, mais 20 et quelques millions de dollars, je crois. Enfin bon, c'est ridicule. Ridicule pour le Pentagone. Donc ils ont payé quelques sujets, dont moi, qui quand même était pas mal payé, même bien d'ailleurs, mais qui était un transfuge en quelque sorte, parce que je ne suis pas citoyen américain, et avec les accords avec le SDEC à l'époque, ensuite parce que ça date de très loin, ça date des années 1977, je travaillais en laboratoire, j'ai une couverture extraordinaire. Il y a des choses, bon, que je vais être plus précis quand je vais publier dans un prochain ouvrage. Je l'avais déjà fait dans un ouvrage qui est épuisé, qu'on trouve de temps en temps sur le net à des sommes complètement débiles, à 195 € pour l'un. Enfin bon, bref, c'est pas très intéressant. Donc, cette publication du Pentagone a secoué un peu les consciences. Et après un kidnapping à Mexico City en novembre 1977, j'étais invité par la présidente du Mexique, Carmen López Portillo, où oui, on avait kidnappé, il n'y a pas d'autre mot, en sortant du Marie-Isabelle Sheraton. Voilà, j'ai fait des expériences pour les Américains au quartier San Angel, où il y avait tout un dispositif qui avait été préparé. Je ne rentre pas dans le détail, je rentre un peu plus dans mes ouvrages. Disons que là, j'ai confirmé des capacités, et notamment en détruisant la plateforme miniature gyroscopique d'un cruise missile, qui avait été isolée, bien sûr, hein, il n'y avait pas le cruise missile dans l'hôtel, hein, mais sur la plateforme qui était isolée, avec les contacteurs, etc., etc. Ensuite, bon, je fais d'autres expériences qu'on ne citera pas ici, mais les Américains m'ont demandé de collaborer avec eux pour quand je me rendais en Union soviétique. Ah, on va dire, bon Jean-Pierre, tu commences à devenir un peu confus. Non, parce que j'assistais à des congrès de psychotronique, congrès internationaux de physique avancée. Et il y avait une association, une fondation, je ne sais pas quoi dire, qui était présidée par Zdeněk Redjak, sous la férule bienveillant de l'Union soviétique à l'époque, il ne faut quand même pas non plus être des doux rêveurs. Et ces colloques réunissaient des scientifiques qui étaient justement en recherche de pointe sur cette physique avancée, entre guillemets. Et j'avais été invité parce qu'on commençait à savoir les travaux que je faisais. J'avais une réflexion aussi en physique théorique, oui, le modeste Jean-Pierre, et je pensais vraiment à l'époque qu'on m'invitait surtout pour faire un petit comité ensuite, dans ces colloques, dans ces congrès, faire des expériences. Et étaient présents des soviétiques, des gens de l'Est. Il y avait des échanges entre les gens de l'Est à l'époque, hein, à ce niveau-là. Et là, je suis trouvé un jour invité par le président, non pas par le président, par le professeur Adriamkin, professeur de physique théorique à l'Académie des sciences de l'Union soviétique. Mais invité royalement, si je puis dire. Hein. Tapis rouge, l'aéroflotte à l'aéroport, enfin la compagnie privée, entre guillemets, privée bien sûr, entre guillemets, et voilà, et je me rendais dans un parcours assez fléché, dans divers laboratoires, où je rencontrais d'autres scientifiques, des sujets psy, où j'ai fait des expériences, j'en ai vu, j'ai vu des choses extraordinaires, que j'ai vécues.
Mais j'allais quoi, 10, 15 jours, il y a peut-être 2 fois dans l'année, enfin, etc. Je manageais, hein, c'est pas évident. Le poste de responsabilité que j'avais me permettait d'avoir quand même des disponibilités. Hein. Donc nos amis américains avaient observé que j'allais en Union soviétique. Ils avaient étudié mon curriculum vitae, ils savaient que j'étais dans le domaine de l'armement et que je devais encore un peu grenouiller avec la défense. Ils se sont dit, notre ami Girard fait du transfert de technologie, il y en a qui font d'ailleurs, pour vendre ces technos sensibles à des pays étrangers. Voilà, au départ. Et quand ils m'ont kidnappé à Mexico, ils se sont renseignés, ils savaient que ce n'était pas le cas, hein, tout cela, etc. Mais ils nous ont dit, ce qui nous a surpris, c'est que vous soyez invité avec votre curriculum vitae, que vous soyez invité en Union soviétique, comme si le KGB n'avait pas fait d'enquête, ou le GRU, le service de renseignement militaire, n'avait pas fait d'enquête sur vous. Ça paraît absolument incroyable. Voilà. Bon, il y a des bémols à mettre parce que tous ces tensions travaillent aussi beaucoup là-dessus. Il y a des archives qui sont libérées et tout. On s'aperçoit qu'en fait, les soviétiques savaient très bien qui j'étais. Et en fait, par les questions que je posais, parce qu'après j'ai fait de l'espionnage carrément en Union soviétique. Hein. Au début, quand on dit l'espionnage, je n'allais pas fouiller dans les tiroirs, hein, mais simplement j'échangeais avec les scientifiques de façon un peu différente, parce qu'il se trouve que les laboratoires de psychotronique, c'est comme ça qu'on les appelle en Union soviétique à l'époque, encore maintenant d'ailleurs, se trouvaient dans des sites classifiés. Donc, quand vous parlez à un scientifique de ses travaux et tout, il n'y a pas plus bavard. Donc, il se trouve que nous avons des échanges comme ça, j'ai pu remonter et j'ai ramené de ces missions des renseignements militaires de haute volée. Et justement, c'est tout ça qui est écrit dans ce fameux livre qui est sorti en 1996, qui vaut pour une fortune, c'est beaucoup dire, et puis qui maintenant est un ouvrage rare. Et voilà. J'ai fait cette parenthèse parce que à cette époque-là, là aussi, toutes les critiques, on les a plus trop entendues, quoi. Alors j'étais interdit de plateau de télévision, parce que comme pourtant un ami que je connais, Jacques Pradel, qui n'est plus de longue date, qui a fait une émission sur TF1, l'Odyssée de l'étrange, je crois, quelque chose comme cela. Il a invité les anciens directeurs responsables du programme Stargate, qui était en relation avec la CIA, tout cela, etc. Donc j'avais un copain, Nicolas Maillard, qui est journaliste, hélas, est disparu trop tôt, qui me dit, écoute, Jacques, évidemment, il veut te voir. Attends. Alors moi, je me rendais compte toujours, boulevard Mortier, enfin, là où il y a la DGSE, hein, quand même, j'ai toujours été comme de servitude avec eux. Hein. Je ne peux pas travailler aux Américains sans avoir à travailler avec la DGSE comme ressortissant hein, français. Et là, on m'a dit, si vous montez sur le plateau, vous ressentez sur le plateau, vous avez quelque chose, vous avez les bracelets. Hein. Donc j'étais interdit quelque temps, parce que dans mon livre, je ne parle pas de ma collaboration avec les services français, mais tous ceux qui l'ont lu m'ont dit, on peut le prendre pour des pommes, quoi. Hein dont j'ai eu des contacts même des anciens agents. Et qui m'ont dit, bon, ben, ça va, on est libéré de la maison, on peut te dire quand même. Bon, là, écoutez, mon propos, forcément, comporte quelques anecdotes, et je m'excuse un petit peu d'allonger tout cela, mais dans mon parcours de vie, c'est quand même important d'avoir été un peu un gentil collaborateur pendant 11 ans, tout au moins, pour un organisme qui s'appelle la CIA. Et ensuite, bon, on n'est jamais libéré vraiment à 100%, mais on fait de petites opérations comme ça ponctuelles. Et je me suis dit, mais comment maintenant? Il n'y a plus d'expérience de labo, très peu, il y en a quand même quelques-unes encore, que je peux un peu passer sous silence, parce qu'on n'a pas un intérêt majeur, ou tout au moins un intérêt discrétionnaire un peu obligatoire. Au début, c'était l'US Army. Après, la CIA a dit on reprend, nous l'US Army, on reprend. C'est nous qui reprenons le flambeau, la CIA. Parce que là, vous êtes dit rigolo, c'est bien gentil, l'US Army, mais nous, on veut aller plus loin. Et c'est la CIA qui m'a kidnappé, hein, en 1977. Et le programme était déjà encore à l'armée, mais la CIA préparait son petit truc pour, racheter,
c'est un mot, un euphémisme, reprendre la direction de... voilà. Donc, non, non, c'est complètement fou. Et puis alors après, quand je raconte mes missions, ce qui m'est arrivé et tout, et dans le futur bouquin, il y a des détails que je vais donner, des facsimilés, où je suis chargé de mission par l'amiral Le Pichon, patron des armées en France. Mais chargé un tutti personné. Parce qu'il y a des journalistes, des fois, machin, ils disent, oui, moi Jean-Pierre, hein. J'ai dit, là, t'as montré de chair nu. Avec le numéro de référence, vous savez, tout ce qui est dans les mystères, vous avez un numéro de référence. Tout que vous tapez, vous remontez l'origine du fichier, du dossier, voilà. Donc, c'est normal, on peut penser que là, quand Girard, c'est trop, quoi. Girard, c'est trop. Ben non, c'est pas trop.